Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. J'ai absolument mal chanté. Et bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de l'année de Rêve sur Toile. Nous sommes très contents de vous retrouver après un premier épisode qui a battu tous les records de durée en termes de... Enfin voilà, bref. Avec nous aujourd'hui, normal, Dadou quoi. Ça va Francky ? Le deuxième présentateur de l'émission, ça va et toi ? Ça va super. T'as eu beaucoup de films depuis le début de l'année ? Quelques-uns. Bon, ça tombe bien. Avec nous, voilà, il est de retour. Je fais mon retour. Voilà. Enfin. Ah, j'étais si impatient. Ah mais oui, on avait hâte de le recevoir à nouveau, monsieur Aurélien, donc patron de... patron. Voilà, ouais. Patron et producteur et monteur. Alors, cette fois-ci, je vais le présenter dès le début de l'émission, pas comme la dernière fois. Voici un ingénieur du son qui a de la voix aujourd'hui, hein, il a de la voix, oui. Oui, aujourd'hui il a de la voix. Et ben voilà, c'est Flo, mesdames et messieurs. Lui-même. Applaudissez. Voilà. En chair, en os et en emmerdement. Voilà. Et en emmerdement surtout. Surtout. Voilà, alors on va y aller très très rapidement pour pas traîner comme la dernière fois, puisque là on va démarrer tout de suite par les critiques. Jingle. Et voici, nous sommes de retour pour cette première partie de Rêve sur Toile avec les critiques. Alors, on va parler de quoi, Franck, aujourd'hui ? On va commencer par Steve Jobs. Oui. Steve Jobs qui était une bonne surprise pour moi après celui donc après Jobs avec Ashton Kutcher qui était pour moi non seulement inintéressant mais en plus Ashton Kutcher faisait une imitation de Steve Jobs, c'était un peu c'était un peu chiant quoi. Là on a un acteur qui ne ressemble pas du tout à Steve Jobs, c'est Michael Fassbender. Qui ne l'imite pas d'ailleurs. Qui ne l'imite pas mais qui l'incarne, mais qui fait donc son incarnation de la vision du personnage de Steve Jobs qu'en ont les scénaristes et le cinéaste donc Danny Boyle, qui est assez intéressante et surtout qui est vraiment incarné pour cette fois-là, contrairement à l'autre. Donc il faut signaler que ça a été écrit par Aaron Sorkin, qui avait déjà scénarisé Social Network, sorti en 2010, réalisé par David Fincher. Voilà, et donc qui est responsable des séries à la Maison Blanche et aussi Newsroom, par exemple. Donc c'est un scénariste qui est très 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 coté, on va dire, à Hollywood. Ah oui. L'inventeur aussi, on peut dire, du marché parlé. Donc ce qu'on retrouve dans Steve Jobs, c'est-à-dire ces tunnels de dialogue qui pendant que deux personnages ou plus marchent dans des couloirs, etc. Donc alors, autour de la table, je pense que nous l'avons tous vu. Oui. Non. Voilà. Ça tombe bien parce qu'il n'est pas autour de la table, donc ça marche quand même. Je t'emmerde. Donc je pense que nous sommes tous... Alors, qu'est-ce qu'ils ont été vos avis là-dessus ? On lance le débat. Steve Jobs, déjà mieux que Jobs ou pas ? Oui, Ah oui. oui, Ah sans oui. hésiter. Sans hésiter. 1000 fois mieux, 10 000 fois mieux, enfin, ça se compte pas, quoi. Voilà, alors là, du coup, tout le projet du film, enfin, tout le... le projet du film, c'est de rendre intéressant, finalement, un personnage de patron d'entreprise. Parce que, est-ce que ce sont les nouveaux héros du 21e siècle, les patrons de start-up, multimilliardaires, enfin voilà, je Aussi sais pas. infect qu'ils soient tous. Aussi infect qu'ils soient tous, Voilà. n'est-ce pas ? Alors, en quoi Steve Jobs est intéressant ? Pourquoi on aime ce film, finalement ? Bah déjà, moi je pense déjà pour montrer que quelque part aussi c'est peut-être pour montrer aussi le rêve américain, comme quoi un jeune adulte en fait parti de rien peut monter une multinationale quoi. D'accord ?
À condition de Ouais. savoir se montrer insupportable avec le reste Voilà. de sa race. Alors voilà. C'est ça, parce que tout le monde, enfin Steve Jobs, on en parle comme si c'était Dieu le Père. Messi, Et là, on a mais une bon. vision super cynique. Et en même temps, je pense que ça doit être proche de la réalité, quoi. Oui, Du coup, oui. le relationnel avec sa fille et Voilà, parce que le film entier est d'ailleurs construit finalement autour de sa relation avec sa fille, qu'il délaisse totalement, enfin qu'il veut même pas la reconnaître. il ne veut pas la reconnaître absolument. Il la renie carrément, quoi. Ouais, Oui. Et il y a une scène très belle dans le film, oui, c'est en fait on voit qu'il commence à s'intéresser à elle quand elle lui montre qu'elle sait utiliser son ordinateur, C'est ça. donc qui est, je sais même plus, l'Apple II je crois, ou le Lisa. Non, le Lisa. C'est le Lisa, Lisa, ouais, ouais. Lisa. Voilà. Donc quand elle lui montre qu'elle sait utiliser son logiciel de dessin sur le Lisa, là il s'intéresse à elle et tout d'un coup, paf, il y a le déclic, il faut la mettre dans la meilleure école, il faut donner de l'argent à la mère délaissée, enfin voilà. Et donc tout le film est construit autour de sa relation problématique avec sa fille, donc qui refuse de reconnaître et ensuite bon il la reconnaît et puis du coup il commence à un peu régenter sa vie, etc. Mais aussi autour de ses relations professionnelles, notamment avec Steve Wozniak, Oui. assez conflictuel sur la fin, Qui puisque est incarné par Josh Gad, d'ailleurs. Par Josh Gad, c'est ça? Non, C'est- non, pas c'est Josh Gad. Wozniak. Non, Wozniak, c'est Seth Rogen. C'est Seth Non, Rogen. je confonds avec le Jobs avec Kutcher. Ah oui, d'accord, oui, Ouais. rien à voir. Non, rien à voir. Donc, Désolé. donc là, ce qui est intéressant dans ce film, c'est le parti pris scénaristique, narratif, on va dire. Donc de tout condenser en 3 temps, donc en 3 actes qui sont 3 conférences marquantes pour Steve Jobs. Donc la première qui est la présentation du Mac, Du Macintosh. Macintosh. Le premier Macintosh. Voilà, avec la fameuse pub de Ridley Scott. Voilà. 1984. 1984, exactement. Très bonne pub. Oui. Qui est considéré comme une des meilleures pubs de l'histoire, d'ailleurs. Attention, Qu'est-ce je que vais c'est- mordre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, voilà. C'est considéré comme une des meilleures pubs de l'histoire, je sais pas, mais enfin oui peut-être. Très, enfin Qui voilà. a marqué vraiment son temps. Qui a Ouais, marqué son ouais. temps, effectivement. Et d'ailleurs, dans le film, il y a une interrogation de savoir si pourquoi ils ont pris des skinheads pour Oui. faire les figurants. Oui, c'est vrai. Ce qui pose problème à ce patron, je sais plus comment il s'appelle, l'ancien patron de Pepsi là, qui devient patron. De, Mike Scully. Voilà. John Scully. Ouais, attends, c'est pas mal. Voilà. Non, pardon. Ok. Ensuite, tu confonds avec le Pepsi Max, Oui, c'est je pas pareil. crois. Ensuite, t'as la deuxième conférence qui est une conférence, alors pas d'Apple, mais du coup de Next. De Next, Next, donc ouais. parce que Steve Jobs a été viré d'Apple par le board, donc Le le conseil, conseil d'administration. voilà. Et il a fondé sa propre entreprise Next. Et on se rend compte qu'il a fondé juste cette entreprise pour Se faire développer racheter. un logiciel et se faire ensuite racheter par C'était un Apple. bon coup de bluff. Voilà, un bon coup de bluff. Et la troisième qui est la présentation de L'iPod. Non? Non, Non. du nouveau Macintosh. voilà. De l'iMac. Voilà, celui Premier translucide, iMac, voilà, qui est transparent, voilà. Ah iMac, oui. je crois. iMac. iMac, D'accord. voilà. Donc voilà, donc les scénaristes font le pari de tout condenser, donc en fait de condenser la vie de Steve Jobs sur ces 3 conférences-là, c'est-à-dire que tout se passe en coulisses. Donc c'est aussi le côté Backstage. backstage, ouais. voilà, mise en scène. Gros stress juste avant Exactement. ces événements-là. Et ce qui est assez drôle, c'est que certes c'est un procédé narratif, mais d'ailleurs le Sorkin intègre fait une espèce de mini allusion à ce procédé narratif là à un moment donné quand Michael Fassbender, donc dans la peau de Steve Jobs, dit c'est la 3e conférence, il dit putain à chaque conférence il y a toujours des gens qui viennent m'embêter ou me faire chier, parce que c'est vrai que du coup comme tout se passe autour de ces conférences là, tous les conflits se passent autour des C'est ça. conférences. Donc du coup il y a rien de réaliste dans le film, enfin en tout cas dans la chronologie du film, mais c'est voulu parce que du coup c'est ce procédé-là qui permet de condenser Steve Jobs en un film et donc du coup d'avoir un point de vue sur qui il était dans ses relations professionnelles, mais aussi dans ses relations privées avec sa fille et puis son ex-femme aussi. Et avec le personnage aussi formidable de Kate Winslet, Winslet, oui. qui est géniale, Oui. qui est fabuleuse et qui est la seule à pouvoir tenir Steve Tête. Jobs. Ouais. Elle peut tenir tête à Steve Jobs. Voilà, donc très bonne surprise. Enfin un bon film de Danny Boyle depuis longtemps.
Donc tout le monde a aimé autour de la table. Ouais, Voilà, ouais. donc c'est Rêve sur toi approved pour Steve Jobs. Exactement. Et ben je ferai mes devoirs et je le regarderai. Oui, Oui, très monsieur. bon à voir. Mais moi j'avais bien aimé déjà Jobs. Ah moi j'avais pas du tout aimé. Mais moi j'avais bien aimé aussi, mais en fait, Mathieu là, et tu vas. Avec le recul, tu verras, ouais. Vraiment. Je pense que j'ai une grosse un gros a priori, pardon, j'allais dire complètement autre chose, sur le fait que Fassbender ne ressemble pas du tout à Steve Jobs, ouais, mais alors que non, Ashton il Kutcher se était rattrape, vraiment très ressemblant. Oui, mais justement. Parce que justement, Ashton Kutcher, je trouvais qu'il était trop dans l'imitation, et ça se voyait. Alors que Fassbender, du coup, comme il ressemble pas, il est dans l'incarnation. C'est vrai. Et donc, du Je suis coup, c'est complètement plus d'accord. naturel, Mm. et c'est plus intéressant. Bah écoute, en prenant ça en considération, j'irai le regarder, je À voir. regarderai donc Ouais. et je te dirai ce que j'en ai pensé. Voilà, tout à fait. Allez, comme on n'a pas le temps, deuxième film, Carol. Carol de Todd Haynes. Ça fait partie des films, pour moi, des films à voir depuis le début de 2016. Qui a vu Carol ici? Je l'ai pas vu. Voilà, Pas tous en même temps, les gars. Voilà, Bravo. merci beaucoup. Donc, Carol avec les fabuleuses Kate Blanchett et Rooney Mara. Donc, c'est un film d'amour entre deux femmes, mais ça se passe dans les années 50. Donc, imaginez l'homosexualité dans les années 50 aux États-Unis. C'était pas ce qu'il y avait de plus affiché, on va dire, et c'était surtout ce qu'il y avait de plus réprouvé par la société, la bien-pensance, la bienséance voilà, américaine. Il faut savoir que c'est un roman de Patricia Highsmith qui est surtout connue pour des thrillers comme L'Inconnu du Nord Express qui a été adapté par Hitchcock en 51. Oui. Mais ce roman-là, donc Carol, qui a été publié en 52, elle a publié sous un pseudonyme, pardon. Claire Morgan. Voilà, exactement. Et il faut savoir qu'en 52 aussi, donc l'année où elle l'a publié, c'est l'année où l'association des psychiatres américains a ajouté l'homosexualité comme à la liste des maladies mentales. Ben tiens, voilà. voyons. Donc autant dire que c'était chaud de publier ce roman-là sous son vrai nom à cette époque-là. Donc le film raconte la naissance d'une passion amoureuse entre deux femmes dans cette société rigide des années 50. Et du coup, c'est Rooney Mara qui joue le rôle d'une vendeuse dans un grand magasin en pleine période de Noël. Kate Blanchett arrive pour acheter un jouet pour sa fille, je crois. Et donc du coup là, il y a tout de suite un déclic entre les deux et puis une passion amoureuse naît. Mais comme elle est en pleine instance de divorce avec son mari, il y a aussi la garde de sa fille justement qui se joue, qui est en jeu. Et le problème, c'est que vu que pendant le film, il y a une espèce de road trip où les deux fuient pour vivre un peu leur passion, mais elles sont retrouvées par une sorte de détective privé, joué par, alors j'ai pas le nom de l'acteur, mais c'est celui qui joue Nigma dans Gotham. D'accord, ok, Voyez. voilà. Donc il retrouve ces deux filles-là, et donc du coup, à cause de cette homosexualité, la garde de l'enfant lui est retirée. Voilà, mais le très beau message du film aussi, c'est que peu importe ce que l'on est, il faut rester fidèle à qui l'on est. Et donc du coup, à la fin, elles se retrouvent et puis on sent qu'il y a encore parce qu'elles se séparent et puis ensuite elles se retrouvent et on sent qu'il y a encore la passion amoureuse entre les deux. Donc c'est un très beau film tourné en 16 mm, en pellicule 16 mm, qui se passe pendant Noël. Et justement, les couleurs de Noël et la mélancolie de la période de l'année, de cette période de l'année, ça permet aussi de rentrer dans une espèce de bulle temporelle où tout est possible, en fait, où on peut vivre nos rêves et il y a une sorte de trêve au niveau de ce que peut dire la société ou pas. Mais après, la réalité la rattrape quand même parce que bon, Noël, c'est quand même juste un vernis finalement, un vernis sur les misères un peu sociales. Et Quand c'est fini, la vie reprend. et quand c'est fini, la vie reprend. Et puis des fois, même le vernis se craquelle un peu. Donc très beau film. Il y a une véritable sensualité, véritable pouvoir érotique dans les regards, dans les gestes, etc. Une histoire d'amour, le beau message de rester fidèle à soi-même. Moi, j'étais enchanté. C'est vraiment un film qui, t'as l'impression d'être dans une bulle temporelle avec ces deux femmes-là. Et moi, ça m'a réchauffé mon petit cœur. Oh. D'ailleurs, C'est mignon. Rooney Mara avait remporté le prix d'interprétation à Cannes l'année dernière. Oui. Ouais. Et Mérité. au passage, il y avait aussi le Queer Palm. En fait, c'est un prix qui récompense Ouais. justement le traitement en fait, des thématiques intersexuelles, c'est-à-dire en fait, enfin sur l'homosexualité, Mhm. sur l'hétérosexuel. Et c'est vrai que c'était. Xavier Dolan avait reçu je crois que je sais plus si c'était pour Mommy ou celui d'avant, cette Queer Palm. Et et pour lui, recevoir ce prix-là n'avait aucun sens parce que
il parlait pas déjà je crois que c'était dans Molly parce qu'il parlait pas d'homosexualité. Donc, Non. pour lui, il recevait ce prix-là juste parce que lui est homosexuel. Alors ça n'a aucun sens, c'est un peu mettre une étiquette sur les gens. Donc du coup, il remettait en cause un peu cette chose-là. Nous avons un problème technique, mais c'est pas grave. Ouais. Très bien. Bon, Enchaînons. enchaînons. Ensuite, nous allons parler de The Revenant. Voilà. Donc est-ce que tout le monde l'a vu? Moi, je l'ai The vu. Revenant Moi, je l'ai vu. C'est... Mais j'ai pas vu non plus encore. Voilà. Très bien, très bien. La. Donc The Revenant pour lequel enfin Il a eu ça, je sais par contre. a eu- DiCaprio a Bah cassé oui, les internets. Nous l'avons vu, nous l'avons regardé. Alors il faut dire qu'avec Aurélien, nous avons suivi les Oscars toute la nuit et nous avons fait un jeu à boire sur les Oscars. Voilà, donc on avait fait une liste de certaines choses à faire, de certaines choses pour lesquelles on devait boire 1, 2 ou 3 gorgées de whisky. On a souvent bu 3 gorgées de whisky. On a souvent bu, voilà, et autant dire qu'à la fin, c'était dur. En même temps, on buvait pour oublier toute la publicité. Ouais. Toutes les 10 minutes. C'était... On l'a regardé sur la télé australienne, alors. Lequel des deux a quiché le premier? Moi j'ai pas Non, triché. on a su se tenir. Ça Bluff. va, ouais, honnête. Bah, Bluff. En même temps, Même pas. voilà. Allez, bluff. On a dû. Allez, voilà. Francky, à vous. Ah non, moi j'ai de la résistance sur notre Jack. Hein. Donc voilà, The Revenant. Alors The Revenant qui a aussi gagné Oscar Attends, pas du meilleur film, mais de la meilleure réalisation, parce que le meilleur film c'était Spotlight. Oui. C'est un film. Alors, c'est un film qui se place à la croisée de plusieurs genres pour moi, puisque c'est pas totalement un western, mais il y a quand même les grands espaces, il y a quand même les tractations entre Indiens, entre trappeurs, voilà. Ça peut être aussi vu comme un film de vengeance, même si ce n'est pas que ça, parce que c'est aussi un film de survie. Oui. Donc un film à la croisée de ces trois genres, où Leonardo DiCaprio incarne un trappeur, donc Hugh Glass, qui a pour femme une indienne et a donc pour fils un métis, amérindien, si on peut appeler ça comme ça. Oui, on peut dire ça Voilà. comme ça, ouais. Donc du coup, ce film, en fait, ce film, c'est non seulement oui un film de survie et de vengeance, mais c'est aussi un film qui questionne la nature de la violence, puisque tout dans le film, tout est sauvage et violent, que ce soit les trappeurs blancs qui fondent leur économie sur le commerce de peau de bête, mais sur le dos des Indiens. Les Indiens sont aussi sauvages parce que il faut qu'ils survivent, et puis ils aimeraient aussi toucher un peu de ce commerce-là. La nature, qui est sauvage et brutale. Impitoyable. Et impitoyable. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a donc, comme je le disais dans le Rêve sur toile d'avant, c'est que le chef opérateur, qui est Emmanuel Lubezki, travaille avec Terrence Malick depuis Le Nouveau Monde, je crois. Et chez Terrence Malick, la nature, c'est toujours un poème élégiaque. C'est toujours, la nature, c'est une bulle, c'est ce qui apaise, c'est ce vers quoi on doit revenir. Alors que dans The Revenant, alors on pourrait croire que la nature est filmée comme ça au début du film, parce qu'on a une symphonie de sons d'oiseaux, ou le bruissement du vent dans les arbres, etc. Et puis on a des ciels très purs, de l'eau très pure, etc. Seulement, c'est un leurre, puisque là, la nature est vraiment impitoyable. Et donc du coup, le parcours de Hugh Glass, en fait, c'est de vouloir venger l'assassinat de son fils par Tom Hardy. Mais, mis en rapport avec tout ça, il va acquérir petit à petit une espèce de sagesse spirituelle qui fait que à la fin, il ne va pas le tuer. Non. Et ce qui est très intéressant dans le film, c'est que tout le monde, alors même ceux qui n'ont pas vu le film, tout le monde a en tête cette fameuse attaque d'ours. Voilà, on sait que Leonardo DiCaprio se fait attaquer par un ours. Non, tu savais pas? Heureusement que les spoilers ne me dérangent absolument pas. Non, moi aussi, oui. Désolé, hein. Non, mais après, en toute honnêteté, je sais qu'on a déjà eu cette discussion maintes et maintes fois hors micro. Moi, ça me dérange absolument pas, ça m'empêchera pas de l'apprécier quand je vais le regarder. Moi aussi. Je veux dire, quand je suis allé voir Le Réveil de la Force, je savais pertinemment qui Moi était aussi. Kylo Ren et qui tuait Han Solo, donc... Et puis en plus là, j'ai envie de te dire que c'est un film qui ne fonctionne pas du tout sur le cliffhanger ou Non, sur non, je pense la pas. pirouette scénaristique. Ça Là, a pas l'air d'être le genre de fiction. voilà, donc, là c'est vraiment une expérience sensorielle à vivre vraiment tout au long du film. Et donc du coup, cette attaque d'ours qui n'est pas du tout gratuite, mais qui est vraiment très brutale, c'est à Très mettre intense d'ailleurs. et très voilà. Et à mettre en relation avec le propre parcours de Hugh Glass, puisque en fait Hugh Glass se fait attaquer par un ours parce que justement il se promenait en éclaireur dans la forêt et il tombe sur 2 oursons
forcément, là où t'as 2 oursons, t'as une mère pas loin. C'est ça. Oui. Mais du coup, t'as besoin de rien faire contre l'ourson pour que la mère vienne t'attaquer parce qu'elle sent direct une menace. Alors que t'as pas forcément de mauvaises intentions contre l'ourson. Donc du coup, là où c'est intéressant, c'est que le personnage de Tom Hardy, lui, était menaçant dès le départ envers le fils de Hugh Glass, donc Oui. parce qu'il est métis, parce que c'est un peu fricoté avec l'ennemi que d'avoir couché avec une indienne et d'avoir enfanté un métis, voilà. Donc c'est-à-dire que quand tu mets ça en relation, Leonardo DiCaprio, à la place de l'ours, il aurait tué 3-4 fois Tom Hardy, quoi. Rien que pour la menace physique ou même juste verbale envers son fils. Alors que non, il le fait pas, parce que c'est un être humain et qu'on tue pas comme ça quand on est un être humain. La nature, elle réagit pas comme ça. L'ours, lui, il voit une menace, il va directement l'éliminer, quoi. Et donc du coup, le propos du film, c'est que finalement à la fin, il y a une espèce de quête spirituelle aussi. On voit un moment, Hugh Glass rêve de son fils dans une église, mais dans une église à ciel ouvert, en ruine. Et je dis ça parce que j'ai vu des critiques qui disaient que Iñárritu faisait une espèce de lâcher prise à Dieu et alors que en fait pas du tout, parce que du coup c'est pas un film qui est dogmatique. Je pense que c'est un film qui fonctionne sur la métaphore, et pour moi la métaphore d'une église en ruine à ciel ouvert, c'est que on accepte sa spiritualité mais qu'on n'est pas enfermé dans un dogme religieux, quoi. Et je l'ai vu comme ça, et effectivement, à la fin, c'est peut-être aussi pour ça qu'il ne le tue pas, c'est que il a accédé à sa spiritualité, c'est savoir embrasser tout le vivant, enfin la nature, l'être humain, les êtres vivants, et donc de comprendre l'importance de l'être vivant, et donc du coup de ne pas donner la mort, et non pas parce qu'il y a un dieu quelque part qui te dira non, c'est pas bien. Donc pour moi, c'est un film absolument magnifique. Qui peut être brutal, qui peut être aussi contemplatif, et qui surtout nécessite de savoir embrasser la métaphore, parce qu'il faut vraiment aller être, en tout cas avec le réalisateur, et être avec ce scénario-là, et comprendre ce qu'il raconte à travers les images. Ouais. Voilà. David. Moi, je sais que personnellement, le film, c'est vrai que ça fait des mois et des mois qu'on en parlait. Je m'étais dit, il faut que j'aille le voir, parce que visiblement, c'était une putain de claque. Et oui, c'est une putain de claque. Je trouve que de tous les films que j'ai vus depuis ce début d'année, je crois que c'est la plus belle expérience cinématographique que j'ai vécue au cinéma depuis des années. Et c'est vrai que l'interprétation des deux acteurs principaux, DiCaprio et Hardy, sont absolument fabuleuses. La réalisation, elle est juste magnifique. La photographie, elle est juste... Ouais, on va signaler que Iñárritu fonctionne aussi dans ce film régulièrement par plan séquence, enfin quelquefois en tout cas, notamment l'attaque du début avec les Indiens, il a à cœur de nous mettre vraiment du point de vue de Hugh Glass, et de faire ressentir ce chemin de croix, disons, de la Renaissance, parce qu'il meurt quasiment littéralement à plusieurs reprises pour ensuite renaître. Et à chaque fois avec une expérience en plus de la survie, de la quête spirituelle, et voilà. Et après, à la fin, Leonardo DiCaprio donc fait un regard à la caméra avec les yeux embués, comme pour nous prendre un témoin qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place, et voilà. Ouais. Donc très beau film que je recommande. Mais c'est vrai que d'ailleurs, ce film, ils ont mis des années à le produire. Il faut savoir que c'est tourné en lumière naturelle. Ouais. Donc pas de spot ni rien du tout, donc une plage de 5 heures pour tourner, je crois, de jour, et puis ensuite on tourne avec la nuit, alors avec des feux de camp installés, des machins, enfin voilà, c'est un truc de fou, quoi. Les caméras qui gelaient sur place, enfin c'était... Voilà, expérience intense. Ouais. Donc voilà. Pour The Revenant. Ensuite, un autre film à voir depuis ce début d'année, c'est le nouveau film de Jeff Nichols, donc Midnight Special, comme... Ah oui, parce que la chanson du début d'épisode, c'était Midnight Special de Creedence Clearwater Revival. Voilà. Midnight Special, on pourrait le qualifier de drame familial matiné de science-fiction. C'est un film qui est très tendu sur une track, en fait. C'est vraiment assez troublant, parce que, enfin, en tout cas, quand on aime le cinéma de Jeff Nichols, qui
aime, comme dans Take Shelter et dans Mud, rester et filmer certains endroits, donc certains paysages, et vraiment rester dans cet endroit-là. Alors que là, non, il fuit donc à travers les États-Unis. Et en fait, c'est un film donc sur une relation père-fils. Donc on croit au départ que le personnage de Michael Shannon a enlevé cet enfant à quelqu'un, alors qu'en fait non, c'est le père, il l'a récupéré d'une espèce de secte un peu bizarre. Alors ce fils a des pouvoirs spéciaux, voilà, on n'en sait pas plus. Alors il apparaît au départ avec un drap sur la tête et des lunettes de bain, on va dire, et donc c'est un truc tout simple, mais ça le fait tout de suite paraître comme une espèce de mini super-héros fragile. Et le personnage principal n'est pas du tout le... Oui, ça fait rire, mini super-héros fragile, je sais pas pourquoi. C'est juste fragile en fait. Ah bon? T'es vraiment fragile. Ah, Il d'accord. faisait des rosastes quand il était à l'école ou... Ah oui, ok, je vois, c'est... Très bien. Je sais que quelques personnes comprennent ici, ça me suffit. Enfin, les private jokes. Private joke, voilà. Donc du coup, il apparaît comme un mini super-héros fragile. Et tout le but de ce père, c'est de le protéger, mais en fait, de le mener à sa destination, parce qu'il a une destination dans le film. Et il va tout faire, même jusqu'à se battre contre des flics, pour le mener à cette destination-là. Donc dans cette track et dans ce film narratif-là, il y a l'idée de ce qu'est être parent finalement, d'accompagner son enfant jusqu'à tel âge et ensuite le laisser s'envoler, on va dire, vers sa propre destinée. C'est exactement ça que raconte le film. Je vous dévoilerai pas la fin et je vous dévoilerai pas quels sont ses pouvoirs spéciaux parce que ça fait aussi partie du mystère. Mais ce qui est assez intéressant dans le film, c'est cette idée de Jeff Nichols de rencontrer certaines thématiques comme la secte là, c'est-à-dire la secte qui vénère cet enfant-là pour ses pouvoirs, mais qui en fait une figure de messie, mais juste pour par intérêt personnel, c'est-à-dire pour avoir un peu la mainmise sur ses fidèles, etc. C'est pas pour en faire quelque chose de transcendant, mais vraiment pour vraiment avoir un intérêt personnel dans cette représentation-là. C'est à peine évoqué, il peut y avoir même une figure de méchant dans cette espèce de gourou de la secte, mais c'est très vite évacué. Parce que c'est une fuite en fait, donc du coup on laisse les personnages sur le bord de la route et on reste resserré sur le père et son fils. Donc je sais qu'on a vu sur les affiches des trucs comme ce serait le digne héritier de Spielberg ou je sais pas quoi. Oui. Bon, moi je suis pas trop d'accord avec ça parce que je pense que c'est un cinéma différent du cinéma de Spielberg. On n'est pas dans le merveilleux, c'est même assez naturaliste même, même dans le... Enfin quand vous verrez les scènes de merveilleux dans le film, c'est pas traité comme du merveilleux, c'est vraiment traité comme si ça se passait là dans la vie réelle. Vous voyez, vous regardez par la fenêtre et vous voyez ça. Et ensuite, on n'est pas dans le point de vue de l'enfant et du retour à l'enfance, etc. On est vraiment dans le point de vue de Michael Shannon et de Kirsten Dunst aussi, donc dans ce qu'est la douleur d'être parent et de laisser ses enfants s'envoler. Donc pour moi c'est un très beau film, c'est vraiment... alors moi déjà depuis Take Shelter j'adore ce que fait Jeff Nichols, Mud je trouve ça magnifique. Très bon film. Voilà. Ouais, Mud, ouais. Et Midnight Special, je trouve que ça s'inscrit, même si c'est un peu différent, mais ça s'inscrit là-dedans aussi. Et j'ai trouvé ce film vraiment très beau. Donc je vous le conseille vivement. Tu l'as vu toi? Non. Personne ne l'a vu ici, il n'y a que moi. Personne Bon, n'a vu. c'est pas grave. Ensuite, le film d'après, à voir, on va dire, depuis le début d'année 2016, c'est 10 Cloverfield Lane. Lane. Toi, tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. Eh ben vas-y. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est quoi ce film? Moi, j'ai plutôt bien D'où aimé. ça sort ce film? J'ai plutôt bien aimé. En fait, c'est un projet qui est produit par Monsieur J.J. Abrams qu'on ne présente plus aujourd'hui. C'est qui? C'est le monsieur qui a réussi à... C'est Jonah James. C'est Jonah James Abrams. Non, c'est Jeffrey Jacob. M'amène. Non, c'est J.J. Abrams. En fait, c'est le réal du dernier Star Wars, quoi, tout simplement. C'est tout? Non, c'est aussi le producteur aussi du Je fameux vais Cloverfield qui est sorti en 2008. Mais Cloverfield, 10 Cloverfield Lane, y aurait-il un Il y a lien? On ne sait pas. Ok, merci Dadou. Merci pour cette belle Alors, reprise. Putain, faut suivre. Alors, honnêtement, c'est vrai que ce film, personne ne s'y attendait. Mais comme le premier en fait. Ouais, comme le premier, en fait, le film est tombé comme ça, tout d'un coup. Surtout qu'en plus, il est sorti exactement 3 mois, jour pour jour, après Star Wars.
C'est ça qui est énorme. Mais aucun lien. Non, il n'y a aucun lien, mais bon, par rapport à la statue française, en fait, je disais ça. Mais c'est vrai que personne s'y attendait, et c'est vrai que, en voyant la première bande-annonce, on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Production de J.J. Abrams. Évidemment, J.J. Abrams, on connaît tous son comment dire, Son amour pour le Flarlens. Oui, il y a ça aussi, mais son amour aussi pour le mystère. Ah oui, d'accord. C'est quelqu'un justement qui adore cacher ses projets. Ouais. Moi, je sais que quand on repense au premier Cloverfield, qui est un film de monstre qui a été tourné entièrement au found footage, Très intéressant. justement, ce style-là, c'est les personnes qui nous regardent ne savent pas ce que c'est. C'est si vous voyez le projet Blair Witch, bah en fait c'est sa caméra à la main et tout, et puis vous filmez. D'amateur. Mais ils Voilà, ont pas repris ce amateur. concept-là pour celui-ci. Non, Non. pas du tout. Non, c'est traditionnel. C'est un autre projet, mais totalement Ouais. différent, quoi. Totalement différent. Alors, du coup, Cloverfield qui est une sacrée claque au cinéma. Oui, Je sais que je t'avais Claque au vu cinéma, voir, ouais. Pour tout le monde. Hein. C'était quasiment à sa impressionnant. Donc, du sortie. coup, et- celui-là, c'est une claque aussi ou pas? alors voilà. Alors moi sincèrement c'est une claque. C'est pas le gros putain de film qu'on attendait comme le Cloverfield de 2008. Mais là c'est vrai que personnellement, sans trop en dire, hein, pour les personnes qui l'ont pas vu, je sais pas comment on pourrait dire. C'est assez. Bah, ce qui est intéressant, c'est que bon, déjà, c'est un huis clos dans Oui, un c'est un huis clos, bunker. ouais. Il y a ce personnage de John Goodman qui, on sait pas trop, on a des doutes sur lui, on sait pas si S'il il est a bon ou mauvais séquestré ou la pas, ouais. fille parce que il veut, je sais pas, la violer ou j'en sais rien, ou si parce qu'il y a vraiment quelque chose. qui Vraiment se pour la passe protéger, dehors, ouais. pour la Ami féministe, protéger, etc. bonjour. Donc voilà. Donc du coup, le film est tendu par cette question-là, parce qu'on sait pas pendant une bonne partie du film, on sait pas ce qui va se passer à ce niveau-là. Et puis, alors après, est-ce que le film aurait pas gagné à être je sais pas, être un peu plus cohérent dans certaines idées de scénario, parce que là, bon, on mélange un peu différents genres. Et puis il se passe des choses en fait, par exemple la voiture, on sait même pas ce qu'elle fout là. Enfin, Oui. pour moi c'est un peu incohérent, mais Mm. bon, c'est pas très grave. Après, il y a ce personnage effectivement de femme battante qui se pose des questions, qui fait un peu sa MacGyver d'ailleurs pour. Bah, qui est joué par Mary survivre. Elizabeth Winstead, qu'on avait vu Ouais. Dans Die Hard avec Bruce Ah oui, Willis. oh là. Boulevard de Tellement la il mort aussi. Voir de la mort de Tarantino surtout, ouais, aussi, ouais. ouais. Mm. Exactement. Très Donc- jolie jeune fille. Oui, ceci dit, Il oui. y a même aussi Bradley Cooper qui a prêté sa voix dans le film. D'accord. En fait, la fameuse voix de petit copain, Ah oui, ok, ok. c'est Bradley Cooper. Ok, ok, très bien. Voilà, donc c'est un petit film assez sympathique à voir en fait. Ça fait même du bien de voir un peu ce genre de production américaine quand tu es surtout envahi par des films de super-héros ou de merde ou de je ne sais quoi en termes de blockbuster. Donc Bah, du surtout coup, un film ça à donne petit budget, quoi. surtout. voilà, ça donne un intérêt sur un film à petit budget avec un réalisateur débutant d'ailleurs. Oui, je crois que c'est c'est Dan Trachtenberg, je crois. Voilà. Trachtenberg. Le film, c'est un petit film sympathique. Ouais. Voilà, c'est pas un immense film de SF ou autre, mais c'est un petit film sympathique. qui Moi, si on a fonctionne, aimé le premier Cloverfield, on aime celui-là. Même si le Ah premier oui, reste il est au-dessus. différent, C'est ça, en il est- gros. Ah non, c'est c'est- différent. Moi, pas du tout. Ouais, c'est vraiment totalement différent. Ouais, Là, ok. on va dire que ça se passe dans le même univers, mais c'est vraiment un film totalement différent. Donc du coup, c'est pas parce que vous aimez Cloverfield que vous allez aimer celui-là ou l'inverse, quoi. Mais c'est un film à voir parce que ça fait du bien de voir un peu des productions Sachant un peu que- différentes. Sachant que durant tout le film, vous allez vous poser des questions de A à Z. Le pourquoi du Moi, comment. je pense que c'est la pourquoi- volonté du. J'aime bien ce genre de Ouais, film. Voilà. c'est vraiment, il mène le spectateur. C'est un film qui tient sur un mystère. Ouais. On sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, si c'est machin. D'ailleurs, parmi les scénaristes, il y a aussi le réalisateur de Whiplash qui a participé au scénario du film, Damien Chazelle. Ouais, qui devait réaliser ce film là d'ailleurs. Ouais, Mais exactement, qu'il a ouais. pas fait parce que le financement pour Whiplash s'est débloqué. Je Ouais, crois qu'il y a ouais, une c'est histoire ça, comme ouais. Bah d'ailleurs, 10 Cloverfield Lane a coûté, je crois, 5 millions de dollars, un truc comme ça. Ce qui n'est rien du tout. Pas cher, Ce pas qui cher. ce qui n'est rien du tout pour un 5 pour un millions, film, ouais, hein. je confirme. Et ouais, c'est vrai que c'est pas grand chose. Voilà, donc 10 Cloverfield Lane, allez voir. Bon, c'est pas. C'est une surprise. Voilà, on va dire que Une c'est un film surprise, ouais. surprise. Bah, budget de 5 millions, il en a rapporté pas loin de 25 juste le week-end de sortie, donc... Il a remboursé, quoi. Comme quoi le nom de. Ouais, je pense qu'il l'a remboursé.
Le nom de J.J. Abrams à la production. Bah, je pense ça que le nom aide. d'Abrams Ça et aide un le peu. Même Cloverfield, ça Cloverfield, doit attirer. ça vend quoi. La question, c'est est-ce qu'ils vont nous faire une franchise maintenant ou pas? J'ai l'impression que ça, en tout cas, la fin est ouverte, mais ça se tend vers une franchise. Ouais. Bah, surtout qu'Abrams dit Alors- que ce film a plus ou moins un lien de sang avec le Cloverfield de 2008, le film de monstre. C'est ce qu'il dit en tout cas. Bah oui. Alors, en même temps, c'est dans le titre. Oui. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, non mais en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'au début du film, lorsque, On a pas eu lancer des trucs. Hein. non mais en fait, ce qui est intéressant, merci Flo. Non, De en rien, fait, ce qui est de très intéressant, c'est que dès l'instant, en fait, le titre du film s'affiche. En premier, on voit Cloverfield s'afficher, et après, le reste du titre. Voilà, donc c'est dire que ça partage vraiment le même univers. Bon, bah j'ai hâte de voir pour Voilà. faire une C'est opinion. une surprise, ouais. C'est une surprise. Alors, bah, nous avons terminé avec nos critiques de films de la semaine ou du mois, ou j'en sais rien. De ce début d'année. Voilà, de ce début d'année. Nous allons parler maintenant de séries télévisées, puisque depuis... alors, aujourd'hui on est dimanche, hein, donc depuis Dimanche vendredi, 20 mars. voilà, est sorti Daredevil saison... Mais on fait pas de jingle, il n'y a pas de jingle à cette émission. Moi je pensais si, qu'il y il y a avait un un jingle. jingle, Mais si, faut c'est peut-être vrai, il y bien a un lancer un jingle. jingle parce Mais que oui, c'est mais bien, oui. c'est bien d'enchaîner, mais J'ai moi je propose composé qu'il y ait un un trait. jingle, voilà. Voilà. Moi j'aime bien les jingles, je trouve ça cool. Surtout qu'il est très beau ce jingle. Alors puis, jingle. Jingle. On a repris et j'étais en train de boire mon Jack. Merde, désolé. Non, cette émission est gérée par des alcooliques. Bien, donc Daredevil, on était parlé avant ce fabuleux jingle, Donc, que tu es le seul à avoir binge-watché, n'est-ce pas? Nous n'avons pas eu le temps. oui, donc Voilà. j'ai vu toute la saison. Qui a vu quelques épisodes? J'ai vu les 10 premiers, moi. Zéro ici. Ah, t'as vu les 10 premiers quand même, 0 là. J'ai vu les 10 premiers. Mmh. Moi je me suis fait spoiler 2-3 fois en passant dans le salon et que tu étais en train de les mater et j'ai vu 2-3 trucs que j'aurais pas dû voir, voilà, tant pis pour moi. Moi, il me reste à peu près 13 épisodes à regarder. Approximativement. Bon, n'importe qui a vu la bande-annonce et qui s'est un peu renseigné sur la saison 2 de Daredevil a vu quand même que dans Il y cette avait saison... Le Punisher, The Punisher il y avait et Elektra. le Punisher et Elektra, voilà. Donc c'est une série... alors la première saison en tout cas c'est une très bonne surprise puisque enfin chez Marvel on avait quelque chose d'adulte et de très brutal et sombre. Il était temps. À l'image des Temps. comics, on va dire. Il y avait une certaine question morale sur la position du héros et de refaire justice soi-même et des vigilantes style Batman, voilà. La saison 2 de Daredevil reprend un peu les mêmes thématiques, sauf que là, on a une figure encore plus radicale que le démon rouge de Hell's Kitchen, en la personne du Punisher qui lui tire à tout va et bute tout ce qui est mafieux et voyou, etc. Qui est incarné par John Bernthal, d'ailleurs. Vu dans The Walking Dead, Voilà. Exactement. n'est-ce pas? Voilà, donc alors moi cette saison, alors je vais te dire tout de suite, hein, elle est pas aussi bonne que la première. Ah mince. Elle est pas aussi bonne malgré une première partie, donc quand je dis première partie, on va dire 4-5 premiers épisodes, fort intéressants. Oui. Avec un épisode 3 qui est un vrai morceau de bravoure, vous allez voir, ça se passe sur le toit d'un immeuble, il y a une séquence pareil de combat un peu comme on avait dans la première saison, le plan séquence qu'il y avait dans un bâtiment là. Dans le couloir. Dans le couloir, ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Grandiose. Voilà. Grandiose. Il y a une Je me dis séquence repenser, j'en ai des frissons. Voilà. Le problème, c'est que cette saison fait un peu dans le trop-plein finalement, puisque à partir de ce moment où l'arc narratif des 4-5 premiers épisodes est épuisé, il arrive encore autre chose, donc on sent une espèce de complot ou de... Voilà. Ouais. Plus grand que tout le reste. Et donc là, on se dit qu'on retourne un peu dans les petits travers de Marvel et de vouloir faire... alors ça va sûrement servir de fil conducteur ou de fil rouge sur les différentes séries de... Netflix. Voilà, exactement. Et du coup, c'est dommage parce que ça dilate un peu les thématiques et finalement, il y a un peu trop de personnages, trop d'arc narratif, trop de... Voilà. Alors que ça aurait gagné à être resserré. Parce que pour moi, Daredevil, comme Jessica Jones, c'est une série qui doit se rester concentrée sur ses personnages et pas trop s'éparpiller. Malheureusement, elle s'éparpille un peu.
Voilà, donc j'essaie de pas en dévoiler, donc je dévoile rien. Mais après, le personnage d'Electra est intéressant, le personnage du Punisher est intéressant. Je pense que ce qui manque dans cette série, c'est une véritable empathie du spectateur avec le personnage. Le personnage de Matt Murdock il est intéressant, hein, mais il est un peu... enfin voilà, il reflète pas grand-chose finalement. Il est très monolithique, enfin voilà, c'est alors il a quelques failles qui permettent de le rendre intéressant, mais il manque une vraie empathie du spectateur. Après, ce qui est marrant aussi dans les thématiques, c'est que on retrouve quand même beaucoup de points soulevés par The Dark Knight, par exemple. La place du héros, la place de la police, on parle même à un moment de héros dont la ville a besoin. Enfin voilà, on sent que c'est très 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 influencé par Batman. Mais de toute façon, le personnage a l'air d'être très, très influencé par Batman. Je connais pas le comics, enfin à part juste ceux de Frank Miller, mais je connais pas tellement le comics. Mais je pense que déjà c'est la réponse un peu de Marvel à Batman. On fera jamais mieux que l'original, mais bon, c'est pas grave. Au risque de me faire taper par les plus grands fans, je pense qu'on peut dire, en résumant et en prenant de très grosses pincettes, que c'est le Batman de Marvel. Ah mais Oui, c'est le mais Batman, clairement, mais c'est clairement. totalement le Batman de Marvel. Clairement. C'est totalement Batman de Marvel. Donc ça se voit un peu parfois, même dans la série. Mais bon, après il y a des choses un peu plus fantastiques qui arrivent. Enfin quoi que dans les comics Batman aussi. Enfin bon, c'est pas très grave. Mais la série reste intéressante. Mais moi je pense que dans sa seconde partie, elle perd un peu de cet intérêt. Faut dire aussi par rapport à la saison 1, c'est que dans la saison 1, en fait, le showrunner c'était Stephen S. D. Knight, qui va d'ailleurs réaliser le prochain Pacific Rim. Le truc, c'est qu'entre temps, ils ont changé de showrunner. Ils ont été remplacés par 2 autres personnes, Marco Ramirez et Douglas Petrie. Douglas Petrie, d'ailleurs, c'est un mec qui avait déjà participé justement au scénario de la série Buffy contre les vampires de Joss Whedon, à l'ancienne. Et je me demande en fait si justement le changement de showrunner il n'y a pas eu un impact là-dessus par rapport à la qualité. C'est dû à parce qu'il y avait après ils s'entendaient plus ou comment ça se. Bah en tout cas déjà l'année dernière lorsque la première saison avait été annoncée, ils en parlaient déjà. D'accord. Donc maintenant après c'est vrai que j'en sais pas plus. Que... Je sais pas si c'est Marvel, je sais pas si c'est Steven S. D. Knight qui a voulu partir. Non, je sais pas. Parce que de ce que t'en dis, quand tu dis que ça s'éparpille un peu au niveau des personnages, j'ai l'impression de sentir un peu le coup venir de... ils ont fait ça, ils ont tenté, Daredevil c'était un succès, après ils ont balancé Jessica Jones, Très bon. voilà, Très bonne série aussi, Ouais. et du coup on vient sur une saison 2 de Daredevil, on a appris qu'il allait y avoir une saison 2 de Jessica Jones, Ouais. là à la fin de l'année il y a Luke Cage, Le 30 septembre. après je crois, c'est qui le 4e Iron Fist, voilà, qui arrive, et après Oui. ils veulent nous faire les Defenders. les Ouais. Defenders, Bah, la mais série. c'est les Avengers de la télé, quoi. Oui, bah C'est- oui, mais est-ce qu'ils vont pas tomber dans les mêmes travers? Tu vois, j'ai l'impression que ça commence un peu. et tu c'est vois. ça qui est vraiment dommage parce qu'on Ouais. a vraiment senti qu'il y avait vraiment un fossé entre le Marvel Cinematic Universe du ciné et là ce Et, qu'on est arrivé avec l'univers, Netflix ouais. qui a amené autre chose et du coup je trouve ça dommage. Bah ouais. Pourquoi faire une deuxième saison ou à ce moment-là il fallait mieux faire peut-être une mini saison de 6 épisodes de Daredevil, tu vois, nous rajouter une mini histoire sans trop partir, surtout que techniquement Netflix ils sont aptes à faire comme ils veulent au niveau de leur diffusion, tu vois. c'est clair. Donc faut pas se forcer à. Et d'ailleurs du coup j'avais une question moi du coup parce que donc j'ai vu la saison 1 de Daredevil, j'ai vu la saison 1 de Jessica Jones. Ouais. Je sais qu'à la fin de la saison 1 de Jessica Jones ils nous avaient fait un mini teaser en gros on voyait une main de Jessica Jones à côté de son verre de whisky poser une carte c'est quoi le nom de leur cabinet Je suis Matt Nelson Nelson et Murdoch. Voilà, et donc, du coup voilà, et est-ce que il y a des mini allusions à une Jessica Jones un peu dans la saison 2 de Daredevil Oui, ou du oui, coup, oui, il y en a. Avec Il y en a. bah déjà son nom est prononcé un moment, mais Oui. surtout avec un personnage qui recrute un autre personnage. J'en dirai pas plus pour Non, éviter d'accord, de donc on a spoiler. du caméo intersérie déjà un peu ou pas? Mais oui, Est-ce qu'on oui, peut oui. le dire? C'est un mini spoil entre Il y a guillemets. pas mal de Ouais, easter eggs en mais- fait. Voilà. Non mais il y a surtout effectivement une, Oui, mais une est-ce connexion. que c'est le easter egg bien amené ou est-ce que c'est le fan service ou alors Non, en non, mode non. oh regardez on fait notre truc nous aussi tu vois on fait notre petit univers à nous aussi. Non, c'est une vraie connexion qu'il y a, qui est mise en place avec Jessica Jones. C'est pas un Easter egg, un truc, un détail dans un plan ou un truc comme ça. C'est une vraie connexion avec Jessica Jones du coup, et on suppose que ça va même tout ça va connecter toutes les séries entre elles quoi.
Ok, parce que tu Oui, vois, parce que rien que déjà à la fin de Jessica Jones, on voit le personnage de Rosario Dawson qui joue l'infirmière là. On la voit à la fin de. Oui, à tout dernier épisode. Ouais, et du coup ça crée des connexions. Quoi. Oui, mais c'est pas, Mais c'est voilà. pas elle que je pensais. Mm. Mais, Voilà, ouais. avec une deuxième Non, mais moi, saison ça me de va très Jessica bien. Jones. Tant qu'il y a Rosario Dawson, moi, il n'y a pas de problème. Elle est là. Parfait. Et bon, attendez-vous quand même à une petite surprise aussi dans la série, avec le retour d'un personnage. Mais bon. Oui, moi je me suis fait spoiler. Ah oui. Voilà, c'est celui de la Bon, même. en même temps, ça paraît logique. Voilà. Bon, Voilà. j'étais donc moi j'étais un peu mitigé. Moi je pense que effectivement l'idée de 6 épisodes ça aurait été très bien parce que le premier narratif est bouclé en 4-5 épisodes et puis il était très intéressant. Après ça s'éparpille un peu, dommage. Donc voilà pour la partie série de Rêve sur Toile. En plus, C'est une émission qui va tenir son délai aujourd'hui. Magnifique. puisque, Nous n'avons voilà, qu'une série aujourd'hui à parler. nous n'avons Non. qu'une série. Voilà, Si, nous magnifique, n'avons c'est qu'une top. série. Voilà. Nous avons tout le temps de parler d'autres séries plus tard. C'est quoi ce running gag aujourd'hui, là C'est- On n'a ouais, pas le c'est temps, un on n'a run- pas le temps. C'est un running gag, on n'a pas le temps. Oui, voilà, on fait. Alors maintenant, du coup, on va faire un petit débrief tardif des Oscars, n'est-ce pas, puisque nous avons regardé la cérémonie, enfin pas toi, mais oui, nous, non, en direct. J'avais un avec, problème technique ce soir-là. avec nos deux potes Jacques et Daniel. C'est Moi, ça. moi, je dormais, perso. Voilà, Flo dormait, très bien. Donc la Quoi C'est bon. Chacun ses faiblesses. Hein. Moi, j'aime bien mon lit. Qu'est-ce que tu peux Ah, même moi aussi. Surtout la semaine. Donc, la cérémonie des Oscars a vu la consécration, on l'a dit tout à l'heure, de The Revenant et de Leonardo DiCaprio, Enfin. n'est-ce pas? Ce qui était drôle, c'est que meilleure réalisation, on avait Iñárritu pour The Revenant, mais en meilleur film, on avait Spotlight de Tom McCarthy avec Michael Keaton. Hein, vous savez, ce film qui raconte l'enquête d'un journal Oui. de Chicago sur la pédophilie dans l'église catholique, n'est-ce pas? Enquête qui est d'actualité à toutes les époques, j'ai l'impression. Mais film très intéressant. Alors film vraiment plus qui c'est un film plus de scénario que de réalisation, même si c'est très bien tenu. C'est un film passionnant, mais c'est pas un film tu vois qui en met plein la vue visuellement quoi. C'est vraiment un film comme on en avait dans les années 70, genre les films sur le film sur Watergate là et ce genre de choses, le genre de thriller paranoïaque. Mais en tout cas, c'est un film vraiment passionnant à voir. Vous l'avez vu ici? Non, personne? Non. Voilà. Très bien. Je trouve que personne n'a fait ses devoirs. Hein. Non, C'est vraiment incroyable. Ah, C'est là. pas sérieux cette émission. Franchement. Cette fois-ci Romain, là, vraiment. ceci dit, maintenant qu'on dit ça, tu vois, moi je repars sur 10 Cloverfield Lane. Il est vraiment passé un peu inaperçu parce que moi j'étais persuadé qu'il était pas encore sorti. Ah bah Ah bah si. voilà. Et que genre il allait sortir à la fin, genre fin mars ou début avril, tu vois. Eh ben non, il est là, il est déjà sorti, il est prêt. Ah, voilà. Voilà. Qu'est-ce Voilà. qu'on a eu d'autre dans les Oscars? Meilleure actrice, elle s'appelle Brie Larson dans Room, Oui. que je n'ai pas vu, toujours pas. Non Voilà, plus. je sais pas Visiblement, quoi le faire. film est super. Donc, Mais il est pas encore sorti, lui, par contre, en France. Non. Je crois qu'il vient de sortir il y a pas longtemps. Ou je sais plus. Ouais, il la est semaine peut-être pas prochaine, encore non, sorti. je sais Peut-être plus. la semaine prochaine. Meilleur scénario original, c'est encore Spotlight. Meilleur scénario adapté, The Big Short. Donc tiens qu'on a vu Que nous avons vu de Big Short. il y a pas Qui longtemps. est très cool. Ah non, il est déjà sorti, Ouais, pardon. qui est assez drôle et qui vous explique un peu des espèces de traders qui ont découvert la faille et le frémissement de la fameuse bulle boursière donc, qui a eu lieu en 2008, je crois. Ouais, 2008. c'est Avec ça. les prêts Avec immobiliers la crise ouais, subprime pourris. et tout ça, les prêts, Voilà. les prêts pourris et tout. Donc c'est un film qui essaie de vous expliquer un peu tout ce jargon-là. Il faut un peu s'accrocher pour Oui. quand on est une grosse bille comme moi en économie, il faut un peu s'accrocher. Mais c'est intéressant à voir, surtout que on a des gens comme, je sais pas, au hasard, Margot Robbie nue dans son bain qui vient vous expliquer Oui. un peu certaines choses. Donc voilà. Plaît-il Absolument, oui. Merveilleuse scène. Alors nous allons passer sur les récompenses un peu pourries, genre meilleure chanson originale avec Writings on the Wall de Sam Smith, qui est une chanson ignoble. Je l'ai pas trouvé de sérieux. Voilà. Par contre, la meilleure bande originale, on peut saluer Ennio Morricone, pour le Ennio Miss Salopard, Morricone. qui est une BO que j'adore personnellement. Bah, Ennio Morricone, quoi. Voilà. Le film que l'on attendait aussi pour ces Oscars-là, c'est quand même Mad Max Fury Road. Oui, Voilà. il y a quand même bien. Qui a bien Qui a raflé. bien cassé la cartonné baraque, ouais. dans les Oscars Oscars techniques. techniques, ouais.
du genre meilleur montage, meilleur mixage sonore, meilleur montage Décor, sonore, costume, meilleur costume, maquillage, etc. enfin c'est... Ouais. Ça m'étonne pas plus que ça, personnellement. Moi non plus. Moi j'espérais même qu'il Même meilleur son, soit je crois, il me distingué semble. dans les Oscars plutôt artistiques, surtout comme meilleur réalisateur, etc. Mais bon, entre Iñárritu et George Miller, mon cœur balance. Voilà. Meilleure actrice dans un second rôle, Alicia Vikander dans The Danish Girl que je n'ai pas vu. Par contre, meilleur acteur dans un second rôle, Mark Rylance dans Le Pont des Espions que j'ai vu, qui est le dernier Spielberg, donc qui est aussi très 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 recommandable. Mark Rylance est d'ailleurs excellent, mais Tom Hanks aussi, les deux sont excellents dans le film. Meilleure photographie, The Revenant, Emmanuel Lubezki, big up. Hein. Il fait un travail formidable. Voyez les derniers films de Malik et voyez surtout The Revenant. Qu'est-ce qu'on avait aussi? Meilleur film en langue étrangère, Le Fils de Saul, un film très intense et très dur à voir, mais peut-être nécessaire aussi. Je sais pas, à vous de juger, mais il faut être quand même bien accroché. Et alors, meilleur film d'animation. Vice-versa. Meilleur film d'animation, moi j'ai un coup de gueule chaque année parce que c'est toujours un putain de film Disney de merde qui gagne. L'année dernière c'était quand même Big Hero 6. Voilà quoi, alors que t'avais le film, je sais plus, le film des studios Ghibli, La Princesse Kaguya. Oui, voilà. C'était peut-être pas l'année dernière, mais c'est l'année d'avant, pardon. T'avais aussi La Reine des Neiges, enfin, alors qu'il y a toujours des films extraordinaires qui sont en face et c'est toujours un film Disney qui gagnait quoi. Cette année, je ne peux que fermer ma gueule puisque Vice Versa, c'est quand même Un chef-d'œuvre. un film magnifique. Ok, non, mais ça me rassure, je pensais que t'allais bâcher encore une fois. C'est pour Ah non, non, là c'est Parce que justement... là, pour le coup, c'est mérité, Ah, bordel. justement, là, pour une fois, pour un film Disney, c'est mérité. Là, j'étais plutôt content pour la meilleure En même film temps, d'animation. l'Oscar du meilleur film d'animation, on le sentait à des kilomètres. Hein. Ça, c'était... C'est-à-dire que si t'en arrives à donner un Oscar pour Big Hero 6 ou pour La Reine des Neiges et que t'en donnes pas un C'est sûr. pour Vice Versa, là, tu te dis, il y a quand même un problème dans le... Surtout que ça faisait à un moment l'Académie, que, ça quoi. faisait un moment que Pixar n'avait pas eu d'Oscar. Ça fait un petit moment déjà. Ouais. Parce que C'est je crois que le dernier qu'ils avaient eu, il me semble que c'était pour Rebelle. Peut-être, oui. Ouais. Oui, Rebelle qui était pas non plus exceptionnel. Ah, moi, j'ai bien aimé. moi. J'ai Moi, préféré- j'ai bien aimé Rebelle. J'ai préféré les mondes de Ralph. Hein. Qui est pas... Ouais, non, alors, bon. Alors, ok, Rebelle, c'était... très Rebelle. Non, non, je préfère les mondes de Ralph. Oh, il était marrant, les mondes de bien. Ralph. Ouais, mais voilà, c'est... tu sais, un Je film, sais qu'entre tu dis, c'est les sympathique, mondes de Ralph et voilà, Rebelle, quoi. il y a eu pas mal de débats. Hein. Non, mais c'est Rebelle. Moi, c'est pas le même. Non, c'est pas pas le le même même délire. délire, c'est pas le même c'est pas délire. pareil. pas le même truc, pas pareil. Non, pour moi, Les Mondes de Ralph, c'est plus un film un peu DreamWorks, un peu marrant, un peu machin. Bah oui, complètement. Ouais. Après, est-ce que notre point de vue, enfin moi je sais titre personnel, n'est pas biaisé du fait que je suis quand même un bon gamer et que j'ai bien aimé toutes les références Ah bah, Non, mais- vidéoludiques. T'as peut-être Mais le moi aussi, fanservice complètement. vidéoludique, ouais, effectivement, qui joue beaucoup, à mon avis, sur la popularité du film. Mais encore, c'est qu'au début, après, on passe sur Oui, autre voilà, chose, après, de c'est Ralph. encore Bah une oui. fois Ouais, c'est pas jouer un à film fond avec les mêmes là-dessus, hein. thématiques, mais bon. Mais ouais, moi, j'ai moyennement accroché. J'ai plus accroché, c'est vrai, j'allais dire Rebelle, mais Rebelle. Ah oui, non, parce que c'est pas Voilà. du tout le titre original. Non, qui en plus plus. est, non. Bah oui, je sais, c'est Brave, le titre original, donc... mais c'est pas grave. Enfin voilà, donc voilà un peu notre débrief rapide et éclair de la cérémonie des Oscars, qui, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, nous a fait consommer beaucoup de Jack Daniels. Beaucoup trop. Voilà, mais je voudrais quand même saluer comment dire, la nomination et surtout Leonardo DiCaprio qui a enfin gagné cet Oscar de meilleur acteur qu'il le méritait depuis bon nombre de films déjà. Donc on sait que les Oscars ça marche un peu au lobbying et je sais que Leonardo DiCaprio là-dessus n'était pas un grand fan du lobbying. Alors je sais pas ce qu'il a fait de plus cette année, mais est-ce que, à mon avis, c'est peut-être les votants qui se sont dit bon cette fois si on le lui donne pas ça va un peu se voir quoi. Parce qu'au bout d'un moment, bon voilà. Bah, je crois qu'au bout de 6 nominations, je crois. Voilà, et ce qu'il faut aussi souligner, c'est que cette année, ils étaient tous limités à combien? C'est 45 secondes de discours Ouais. Oui, avec c'est les vrai. noms avec les noms Qui des diffusait en bas. qui diffusaient en bas les noms des gens que chaque voulaient remercier, gagnant voulait remercier étaient diffusés en bas de l'écran. Et DiCaprio. Leonardo DiCaprio restait 2-3 minutes pour son discours et personne ne l'a interrompu. Oui, C'est parce qu'au dire- bout d'un moment, 45 secondes, il commençait à Parce monter que la 45 musique. secondes, tu montais L'orchestre la commençait à jouer Voilà, pour signaler que c'était le moment du départ. voilà. Dieu Ouais, sait ouais. qu'on a bu des gorgées à cause de ça. Oui, complètement. Allez, casse-toi, faut qu'on passe à quelqu'un d'autre maintenant. T'es mignon, tu Exactement. prends ton Voilà. Oscar et tu te casses. Voilà. C'était un peu ça. Alors que Mais DiCaprio, ils l'ont pas coupé. DiCaprio, Il a fait l'ont un pas super coupé. discours de. Et un peu écologique Ouais, effectivement, complètement. donc qui mérite d'être il est très engagé là-dessus, mais effectivement il faudrait que ça bouge un peu là-dessus, et voilà, donc c'était le moment DiCaprio et très bien. 6 nominations, c'est ça que tu me disais? Non, Ah non, qu'est-ce que tu me disais? 6 minutes.
Oui. Voilà, nous avons Oui. dépassé. Non. Non, il nous reste 6 minutes. Non, il nous reste 6 minutes. Oui. Ouais, il nous On reste est 6 sur minutes. la fin. Ah ouais, non mais là tu vois, on a fini là, on est quasiment fini. Moi je voulais juste saluer DiCaprio parce que j'adore DiCaprio, qui fait un travail exceptionnel à chaque fois. C'est quelqu'un qui sait choisir ses films et qui choisit jamais du C'est blockbuster vrai. facile ou autre. C'est vrai. Il y a une Il critique, prend souvent des risques, hein. souvent la critique facile sur DiCaprio, c'est de dire qu'il choisit ses rôles pour gagner un Oscar. Enfin, s'il choisissait ses rôles pour gagner un Oscar, Absolument pas. ça fait longtemps qu'il aurait abandonné. On a eu parce la que, preuve bon, avec. C'est vrai. Voilà. On a eu la donc, preuve avec son rôle qu'il avait dans Django Unchained, un rôle qu'à la base qui n'était pas écrit pour lui, et du coup. Et puis non, je pense qu'il choisit les films qui l'intéressent. Ah bah et oui, puis pour clairement. lui, être acteur, c'est un travail et il fait voilà son job, mais il le fait tellement bien. Et puis il a quasiment aucune faute de goût depuis C'est vrai. depuis Ouais. depuis le début quoi. Donc c'est quelqu'un qui mérite d'être salué et d'être reconnu. Et il l'a été, et tant mieux. Voilà, sur ces bonnes paroles, nous avons enfin fini à temps. C'est beau. un Une épisode première de dans la l'histoire de Toile. Rêve sur Voilà. Toile, j'ai envie de dire. Première, Voilà. ça arrive sur Toile. Puisque maintenant nous sommes censés nous en tenir un format d'1 heure. Oui, je ne vous l'avais peut-être pas dit sur le premier épisode, vu qu'il a duré quasiment 2 heures. Mais maintenant, vu qu'on va reprendre de façon assez régulière, nous allons faire du format 1 heure. Donc peut-être plus d'épisodes du coup. Oui, à Voilà. venir. Plus Il d'épisodes. faudra qu'on fasse mieux nos devoirs pour les prochaines fois, qu'on ait vu plus de films. Bon, en même temps, là, on a rattrapé beaucoup de Là, on était choses. obligé de On rattraper va pouvoir beaucoup de suivre choses. l'actualité de plus près. Voilà. Ce sera une nouvelle version. Exactement. Maintenant, nous différentes. sommes lancés. Rêve sur Toile ouais. 2.0. Voilà. Rêve sur Toile 2.0. Nouvelle Je vous formule. annonce déjà que dans le prochain épisode, nous parlerons de Batman versus Superman, puisque Forcément. De toute façon, là, on va rentrer dans la grosse période des blockbusters, des blockbusters, c'est bien. héroïques, Voilà. machin truc. Voilà. À suivre pour nos avis éclairés ou pas dessus. Et moi, Avec des nouveaux invités, j'espère. Avec de nouveaux plein de invités. belles personnes qui passeront Oui, pour ce exactement. mini studio pour donner leur avis. Pour donner de la voix, Voilà. n'est-ce pas? Allez, nous vous laissons, nous vous disons au revoir. Bon film si vous allez au cinéma dans quelques temps. Et choisissez-les bien. Surtout, choisissez ce qu'on vous recommande, s'il vous plaît. N'importe quoi. Allez, Ciao, au revoir. à bientôt. Tchuss.